Prenons le temps. Car je veux qu'on fasse une chose. Je veux qu'on se pose une question qui change tout. Et si l'Afrique n'était pas pauvre, mais appauvrie? Si toute l'image qu'on nous a vendue, celle d'un continent qui a besoin d'aide, qui est en retard, n'était en fait qu'un écran de fumée pour cacher une vérité bien plus dérangeante. La vérité, c'est que le smartphone dans votre poche, l'essence dans votre voiture, le chocolat que vous mangez, une grande partie de ce confort, de ce mode de vie occidental, repose sur les richesses de l'Afrique. Des richesses qui lui sont arrachées, souvent dans la violence et l'injustice, depuis des siècles. Cette vidéo, ce n'est pas juste une opinion. C'est une plongée dans les faits. On va décortiquer cette réalité ensemble. On va parler d'histoire, pas celle des manuels scolaires édulcorés, mais celle des cicatrices et des résistances. On va parler d'économie, pas des chiffres abstraits, mais de l'argent qui quitte le continent et ne revient jamais. On va parler de pouvoir, de ces mécanismes invisibles qui maintiennent un système de dépendance. On va connecter les points, de l'esclavage à la dette, de la colonisation au contrat minier d'aujourd'hui. Je veux être très clair avec vous dès le début. On ne va pas parler de théorie du complot. On ne va pas parler de sentiments ou de vagues impressions. On va parler de faits, des faits documentés, des rapports d'experts, des témoignages, des faits qui, mis bout à bout, dessinent une image radicalement différente de celle qu'on nous présente tous les jours dans les médias. Une image qui dérange, qui met en colère, mais qui est essentielle pour comprendre le monde dans lequel on vit réellement. Alors, accrochez-vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Pour comprendre le présent, il faut regarder le passé sans détour. L'exploitation de l'Afrique n'a pas commencé hier. Elle a commencé il y a plus de 400 ans, avec la plus grande déportation de l'histoire humaine, la traite négrière transatlantique. Ce n'était pas un simple commerce, comme certains osent encore l'appeler. C'était un système organisé de déshumanisation et de pillage. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants, les forces vives du continent ont été arrachées à leurs terres. Ce n'est pas juste une perte humaine, c'est une perte de savoir-faire, de culture, de structure sociale, de futur possible. Chaque personne enlevée était un agriculteur, un artisan, un leader, un parent en moins. C'était une hémorragie démographique et culturelle qui a laissé le continent exsangue. Pendant que l'Afrique se vidait de sa population la plus précieuse, l'Europe et les Amériques s'enrichissaient de manière exponentielle. Les ports de Liverpool, de Nantes, de Bordeaux se sont construits sur le sang et la sueur des esclaves. Les plantations de coton, de sucre, de café, qui ont alimenté la révolution industrielle européenne, tournaient grâce à cette main-d'œuvre gratuite et exploitée jusqu'à la mort. Cette accumulation de capital, ce capitalisme primitif, n'est pas un détail de l'histoire. C'est le socle sur lequel la prospérité de l'Occident s'est bâtie. L'inégalité fondamentale entre les continents ne date pas d'hier. Elle a été activement construite, planifiée, et elle a commencé là. C'est la première brique du système d'appauvrissement. On ne peut pas parler de l'état actuel de l'Afrique sans comprendre ce traumatisme originel. Cette tragédie a non seulement volé des millions de vies, mais elle a aussi brisé des sociétés, détruit des économies locales et inversé le cours du développement du continent. Elle a créé un précédent, celui d'une Afrique vue comme un réservoir de ressources, humaines à l'époque, à exploiter pour le profit d'autres nations. C'est une cicatrice profonde, une dette historique jamais reconnue, et surtout, le début d'une longue histoire de prédation. Le décor était planté pour le prochain acte de ce drame, la colonisation. Après avoir saigné le continent de sa population, les puissances européennes ont décidé de s'en partager les terres. C'est la conférence de Berlin en 1884 et 1885. Imaginez la scène, des dirigeants européens, autour d'une carte, traçant des frontières au crayon, sans aucune considération pour les peuples, les royaumes, les ethnies ou les langues qui existaient sur place. Ils ont découpé l'Afrique comme un gâteau, créant des pays artificiels qui sont encore aujourd'hui source de tensions et de conflits.
Ce n'était pas une mission civilisatrice, c'était une prise de contrôle pure et simple. L'objectif n'était pas de développer l'Afrique, mais de l'exploiter de manière plus systématique. La domination politique était l'outil, le pillage économique était le but. Une fois le contrôle politique établi, le pillage s'est industrialisé. Les ressources naturelles du continent, le caoutchouc au Congo, le cacao en Côte d'Ivoire, les diamants en Afrique du Sud, le pétrole au Nigeria, ont été exploités de manière intensive. Mais pour qui ? Pour les métropoles. On a construit des infrastructures, c'est vrai. Mais regardez bien le tracé des chemins de fer et des routes. Ils ne relient pas les capitales africaines entre elles. Ils ne connectent pas les marchés locaux. Non, ils partent des mines et des plantations et vont directement au port pour exporter les matières premières le plus vite et le moins cher possible vers l'Europe. C'est la preuve matérielle que le développement n'a jamais été pensé pour les Africains, mais pour faciliter l'extraction. Ce système a créé une dépendance structurelle. Les économies africaines ont été forcées de se spécialiser dans un ou deux produits d'exportation, les rendant totalement vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux contrôlés par l'Occident. On a empêché toute industrialisation locale. Pourquoi transformer le cacao en chocolat sur place quand on peut le faire en Suisse ou en Belgique et revendre le produit fini bien plus cher ? On a détruit l'artisanat local avec des produits manufacturés bon marché, venus d'Europe. La colonisation n'a pas seulement volé les ressources, elle a volé l'autonomie économique et a installé un modèle de dépendance qui, comme on va le voir, perdure bien après les indépendances. Dans les années 50 et 60, un vent de liberté souffle sur le continent. Les pays africains accèdent, un par un, à l'indépendance. On voit des drapeaux s'abaisser, d'autres se hisser. C'est un moment d'espoir immense, de fierté. On pense enfin pouvoir prendre son destin en main, construire des nations pour et par les Africains. Mais très vite, la réalité rattrape le rêve. L'indépendance politique n'est pas synonyme d'indépendance économique. Les anciens maîtres n'ont pas l'intention de lâcher leurs sources de richesse. Le système change de nom. Il devient plus subtil, plus insidieux. Mais l'objectif reste le même. Maintenir le contrôle. C'est la naissance du néocolonialisme. Le cas de la France-Afrique est l'exemple le plus flagrant. La France a accordé l'indépendance à ses colonies, mais à des conditions très strictes. Des accords de coopération ont été signés, qui liaient ces nouveaux pays à la France sur les plans militaires, monétaires et économiques. Le franc CFA, par exemple, une monnaie héritée de la colonisation, oblige encore aujourd'hui 14 pays africains à déposer 50% de leurs réserves de change au trésor français. C'est un mécanisme de contrôle monétaire incroyable, qui empêche toute souveraineté économique réelle. Et quand un leader charismatique et panafricaniste, comme Thomas Sankara au Burkina Faso ou Patrice Lumumba au Congo, essayait de briser ses chaînes, de sortir de ce système, il était très vite éliminé, renversé par un coup d'État, souvent soutenu, voire orchestré, depuis Paris, Bruxelles ou Washington. On a donc vu s'installer durablement des régimes corrompus et autoritaires, mais dociles aux intérêts occidentaux, des dictateurs qui pillaient leur propre pays avec la bénédiction des anciennes puissances coloniales, tant qu'ils garantissaient l'accès aux ressources et la stabilité des contrats. L'argent du pétrole, des mines, de l'aide au développement était détourné vers des comptes en Suisse, tandis que les populations s'enfonçaient dans la pauvreté. L'indépendance est devenue, pour beaucoup, une illusion amère. Le pouvoir politique avait changé de couleur, mais le pouvoir économique, lui, était resté à l'étranger, gardant le continent dans une situation de dépendance et de pillage maquillé en partenariat. On pourrait penser que cette époque est révolue, que le monde a changé, mais le pillage continue, il a simplement changé de visage. Il porte aujourd'hui le costume respectable de la mondialisation et de la coopération internationale. Le mécanisme principal reste le même, l'extraction des matières premières. L'Afrique possède environ 30% des réserves minérales mondiales, mais elle ne voit qu'une infime partie des bénéfices. Le coltan de nos téléphones, le cobalt de nos batteries de voitures électriques, l'uranium de nos centrales nucléaires, tout est extrait puis exporté à l'état brut. La transformation, l'étape qui crée le plus de valeur ajoutée et d'emplois, se fait ailleurs. L'Afrique vend ses trésors pour une bouchée de pain et rachète les produits finis au prix fort. C'est la recette parfaite pour rester pauvre. Ensuite, il y a le piège de la dette.
Après les indépendances, les institutions comme le FMI et la Banque mondiale ont poussé les pays africains à s'endetter massivement, souvent pour des projets mal conçus ou pour financer des régimes corrompus. Aujourd'hui, le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement des intérêts, coûte à de nombreux pays plus cher que leur budget de santé ou d'éducation. C'est un transfert constant de richesses du sud vers le nord. Et à cela s'ajoute la fuite illicite des capitaux. Des études sérieuses montrent que chaque année, l'Afrique perd bien plus d'argent par l'évasion fiscale, la corruption et les pratiques des multinationales qu'elle n'en reçoit en aide au développement. On parle de dizaines de milliards de dollars qui s'évaporent, privant les États des moyens d'investir pour leur population. Et enfin, il y a la forme de pillage la plus tragique, la fuite des cerveaux. Après avoir formé des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, l'Afrique les voit partir vers l'Europe ou l'Amérique du Nord, attirés par de meilleures conditions de travail et de vie. C'est une perte sèche de capital humain inestimable. On investit dans l'éducation de nos jeunes pour qu'ils aillent finalement contribuer au développement d'autres nations. C'est le comble de l'ironie. Après avoir pillé les ressources naturelles, le système actuel pille aussi les ressources humaines les plus qualifiées, celles qui sont essentielles pour construire l'avenir du continent. Au-delà du pillage des ressources, il y a une autre facette de la domination économique, la transformation de l'Afrique en un gigantesque marché de consommation. Avec plus d'1 milliard d'habitants et une classe moyenne en pleine expansion, le continent représente un marché énorme et très convoité. Mais au lieu d'être un moteur de production locale, il est devenu une destination pour les surplus de production du reste du monde. Nos marchés sont inondés de produits importés, de la nourriture aux vêtements, en passant par l'électronique. Les supermarchés de Lagos, Dakar ou Nairobi ressemblent de plus en plus à ceux de Paris ou de Londres. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'accords commerciaux profondément déséquilibrés. Les accords de partenariat économique, ou APE, avec l'Union européenne par exemple, forcent les pays africains à ouvrir leurs marchés aux produits européens en supprimant les barrières douanières. En théorie, c'est réciproque. Mais en pratique, comment un agriculteur sénégalais peut-il concurrencer un agro-industriel européen massivement subventionné? C'est impossible. Le résultat, c'est que des produits comme le lait en poudre ou les cuisses de poulet congelées venues d'Europe arrivent en Afrique à des prix si bas qu'ils tuent la production locale. On détruit les filières agricoles et l'autosuffisance alimentaire du continent. On se retrouve donc dans une situation absurde où un continent agricole importe massivement sa nourriture. Un continent avec un potentiel textile immense importe des vêtements d'occasion d'Europe. On a créé un marché captif, dépendant des importations. Cela empêche la création d'une industrie de transformation locale forte, cela détruit des emplois et maintient les économies dans un rôle de simple consommatrice. On nous prend nos matières premières d'une main, et de l'autre, on nous vend les produits finis. C'est un cercle vicieux parfait qui assure que la richesse continue de circuler dans un seul sens, de l'Afrique vers l'extérieur. Le dernier pilier de ce système, et peut-être le plus puissant, c'est le narratif. La manière dont on raconte l'histoire. Regardez comment les médias occidentaux parlent de l'Afrique. C'est presque toujours sous l'angle de la crise, la guerre, la famine, la maladie, la corruption, la pauvreté. L'image qui domine est celle d'un continent à la dérive, incapable de se gérer lui-même, qui a constamment besoin de l'aide, de la charité, de l'intervention de l'Occident. On nous montre des enfants qui ont faim, des concerts caritatifs, des experts occidentaux qui viennent sauver l'Afrique. Cette image n'est pas innocente. Ce narratif est une arme de manipulation massive. D'abord, il masque complètement la réalité du pillage que nous venons de décrire. En présentant l'Afrique comme un problème à résoudre, on oublie de dire que l'Occident est une grande partie de ce problème. On ne parle jamais des milliards qui fuient le continent chaque année, on préfère parler des millions qu'on envoie en aide. C'est une inversion totale de la réalité. On fait passer le pilleur pour le sauveur. On fait croire que le flux financier va de l'Occident vers l'Afrique, alors que les chiffres prouvent que c'est l'exact opposé. L'Afrique est un créancier net du reste du monde, mais on la présente comme une éternelle débitrice. Ce discours a des conséquences dévastatrices. Il instille dans l'esprit des gens, en Occident comme en Afrique, l'idée d'une infériorité africaine. Il justifie les ingérences politiques et économiques au nom de l'humanitaire. Il décourage l'investissement privé, qui a peur de ce continent présenté comme instable. Et surtout, il nie aux Africains leur propre agentivité.
leur capacité à innover, à entreprendre, à construire. On ne parle jamais des réussites technologiques de la Silicon Savannah au Kenya, du dynamisme de l'industrie cinématographique Nollywood au Nigeria, des artistes, des entrepreneurs, des intellectuels qui façonnent l'avenir. Le narratif de l'assisté est la justification idéologique du pillage. C'est la dernière chaîne, la plus difficile à briser, car elle est dans les esprits. Alors, que fait-on de tout ça? La première étape, c'est celle-ci, ouvrir les yeux. Comprendre que la discussion sur l'Afrique ne peut plus être celle de la charité ou de l'aide. Le vrai débat, celui qui doit être au centre de tout, c'est celui de la justice économique, de la réparation et de la souveraineté. Il faut arrêter de demander l'aumône et commencer à exiger ce qui nous est dû. Il faut que les Africains, sur le continent et dans la diaspora, comprennent ces mécanismes pour pouvoir les combattre. Il faut que nos alliés en Occident comprennent que leur prospérité a un coût et que ce coût est payé par d'autres. La deuxième étape, c'est l'action. Et elle est multiple. Il faut encourager et investir dans l'Afrique, mais pas n'importe comment. Valoriser les talents locaux, financer les entrepreneurs africains. L'argent est là, il faut le rediriger. Il faut se battre pour transformer nos matières premières sur place, pour créer des chaînes de valeur sur le continent. Créer nos propres circuits économiques, renforcer le commerce intra-africain pour moins dépendre de l'extérieur. Et par-dessus tout, il faut réécrire notre propre histoire, reprendre le contrôle de notre narratif, montrer au monde et à nous-mêmes la richesse, l'ingéniosité et la résilience de l'Afrique. L'Afrique n'est pas en retard. Elle a été retardée. Elle n'est pas sous-développée. Elle est surexploitée. Aujourd'hui, partout sur le continent, une nouvelle génération se lève. Une génération qui a compris le jeu et qui refuse de le jouer plus longtemps. L'Afrique est en résistance, en éveil, en mouvement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a ouvert les yeux, si elle a mis des mots sur ce que tu ressentais, n'hésite surtout pas à la liker et à la partager. Parce qu'informer, c'est déjà résister. Et que la vérité a toujours été la première richesse qu'on a voulu nous voler.